Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler de vêtements, nous n'allons pas parler de style masculin, nous n'allons pas non plus parler d'élégance, ni de maître tailleur, ni de maître bottier. Nous allons parler d'un sujet périphérique au mode de vie que nous défendons sur cette chaîne, toutes les choses qui sont autour du style masculin et que moi je considère faisant partie de notre univers. Vous savez qu'autour du sujet purement du style masculin, il y a d'autres sujets comme le sujet des montres. Vous nous demandez souvent d'ailleurs de l'aborder, on va le faire bientôt. Pour l'instant, on s'était abstenu sur le sujet parce que nous ne sommes pas des professionnels, donc on préfère inviter pour traiter ces sujets un peu périphériques comme les cigares par exemple, comme les grands alcools, on préfère inviter des experts en la matière. Et aujourd'hui justement, nous allons parler de vin, et de pas n'importe quel vin, puisqu'il s'agit du vin de Bourgogne, le véritable trésor de la Côte de Nuit, de la Côte de Beaune. Nous avons un invité spécial que nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui, c'est Jean Lupatelli. Bonjour Jean. Bonjour Hugo. Jean est œnologue de profession et dirige le domaine de Selle-Villa qui est situé à Nuits-Saint-Georges, donc au cœur de cette région viticole que le monde entier nous envie. Et je voulais aujourd'hui profiter de sa présence, non seulement pour déguster quelques bons crus produits par ce joli domaine évidemment, mais ça sera pour plus tard, mais pour parler de la Bourgogne un tout petit peu et pour les gens qui s'intéressent au vin, et je sais que parmi vous il y a de nombreux gentlemen et de nombreuses personnes qui s'intéressent à ce sujet, eh ben c'est une occasion rêvée de discuter du vin de Bourgogne, de rappeler les grands fondamentaux à connaître sur le sujet pour ceux qui ne s'y intéressent que de très très loin, et puis pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, peut-être découvrir ce domaine qui pour moi est un des domaines qui monte. Alors je ne suis pas un professionnel, je ne suis même pas un critique de vin, et je n'ai pas la prétention de l'être, mais j'aime beaucoup le vin de chez De Selle-Villa. J'ai la chance d'avoir quelques très jolis flacons dans ma cave, et donc je voulais profiter de cette occasion pour en discuter avec Jean. Alors Jean, d'abord quelques idées sur le domaine de Selle-Villa, qui je crois est pour la Bourgogne un domaine relativement récent. Oui, c'est un domaine relativement récent. Pour la Bourgogne, de toute façon, quand on a moins de 500 ans, on est relativement récent, donc à plus forte raison quand on a 10 ans comme nous. Oui. C'est un domaine qui a été créé il y a donc 10 ans par Olivier de Selle et Pierre-Jean Villa, qui sont deux personnalités bien connues dans le monde du vin en Bourgogne et dans le monde. Oui. Le premier, Olivier de Selle, est propriétaire du domaine du Massamiel, qui est une propriété emblématique du Roussillon, de la partie sud-ouest de la France. Oui. Il a également une très belle propriété à Bordeaux, là où il habite, à Saint-Émilion, le château Jeanfort. Oui. Et son associé en Bourgogne, Pierre-Jean Villa, est un grand vigneron du nord de la vallée du Rhône qui produit des appellations comme les Côtes-Rôties, Saint-Joseph, Condrieu. Et à l'initiative d'Olivier de Selle, qui, comme tous les amoureux du vin, avait le secret fantasme de s'installer en Bourgogne, ils ont décidé de s'associer et de commencer à produire quelques cuvées en Bourgogne. C'était quelque chose qui faisait suffisamment peur, en tout cas, à Olivier de Selle pour ne pas y aller tout seul, et qui l'a poussé à demander à son ami Pierre-Jean Villa, qui lui avait eu une expérience en Bourgogne, à s'associer avec lui et à commencer à créer... Alors, je rebondis là-dessus, puisqu'on en a discuté un tout petit peu tous les deux, donc on peut se tutoyer parce qu'on se connaît un tout petit peu, donc on va se dire tu. Tu me racontais que s'installer en Bourgogne, c'est pas simple, surtout d'abord quand on n'est pas du cru, si j'ose dire, et deux, c'est quand même une micro-région avec des micro-appellations, et comment dire, c'est un environnement, j'allais pas dire fermé, mais il faut avoir une réputation déjà, il faut avoir fait ses preuves, il faut avoir un peu gagné ses galons, si j'ose dire. Oui, c'est vraiment le mot. Oui. C'est une toute petite région, c'est une région où la terre vaut cher, c'est une région de tradition où on fait du vin de père en fils depuis des générations et des générations. Donc c'est une région qui requiert un peu d'humilité pour l'aborder. Oui. Et certains, de rares personnes, mais certains le font quand même, arrivent avec d'énormes moyens pour acheter les quelques propriétés qu'ils peuvent trouver. Oui. D'autres, comme nous, décidons d'aborder le sujet de l'autre côté, c'est-à-dire avec humilité et discrétion. D'accord. Donc le moyen pour nous, ça a été d'abord de trouver une cuverie, un endroit où faire le vin, oui. Ce qu'on a trouvé à Nuits-Saint-Georges, et on a eu l'opportunité, tu l'as vu, de trouver un très beau bâtiment, un bâtiment historique de Nuits-Saint-Georges dans lequel on s'est installé. Je confirme, très jolie cuverie. Et puis une belle cuverie historique. Oui.
Et puis, nous n'avions pas de vigne au départ, donc la solution pour nous, dans un premier temps, pour pouvoir commencer à vinifier nos propres vins, c'était de demander à quelques amis vignerons de la Côte de Nuits et de la Côte de Beaune de nous vendre quelques raisins que nous vendangerions nous-mêmes, qu'on allait ramener dans cette cuverie à Nuits-Saint-Georges et commencer à faire nos premières bouteilles comme ça, à partir de ces raisins. Donc là, on est en 2010 ? Là, on est en 2010, premier millésime en 2010. L'objectif, il était double. Il était de continuer à faire des cuvées très haut de gamme à partir de ces raisins, ces toutes petites quantités de raisins achetés dans le beau domaine bourguignon, mais surtout, et avant tout, c'était de constituer notre propre domaine. Et pour ça, il y a un gros travail de fond pour pouvoir accéder à la propriété sur quelques petites parcelles, avec un niveau d'exigence qui nous poussait à rechercher des terroirs avec des vraies identités, des petites perles dans les quelques appellations où on voulait s'implanter, des vignes plutôt vieilles, des belles sélections massales, c'est-à-dire un patrimoine génétique intéressant dans ces vignes-là. Et voilà. Et donc tout ça prend beaucoup de temps, les opportunités sont rares, il faut les saisir vite. Quand tu dis que les opportunités sont rares, ça veut dire que même si tu arrives avec des millions, voire plus, de toute façon, il y a très peu de choses à vendre et c'est toujours des toutes petites parcelles. Et, donc voilà, c'était notre objectif, avec une nuance qui était que on ne cherchait pas spécialement des parcelles dans des appellations hyper prestigieuses, des Chambolle, des Puligny, mais au contraire, on préférait se concentrer sur des appellations un peu moins connues et pourtant tout aussi qualitatives, comme Savigny, comme Chauray, comme voilà, ce style d'appellation-là, mais avec en revanche une vraie recherche de petites pépites dans ces appellations-là, des parcelles à fort caractère, des vraies qualités de terroir. Donc on a commencé à faire ça. Les opportunités, on en a eu quelques-unes, certaines qu'on a saisies, d'autres qu'on a préféré laisser passer, mais petit morceau par petit morceau, quart d'hectare par quart d'hectare, et année après année, c'est des transactions toutes petites. Incroyable. Et année après année, on a réussi et on a commencé à constituer ce domaine avec calme et réflexion, mais qui aujourd'hui fait une dizaine d'hectares. Donc la cuverie est basée à Nuits-Saint-Georges, nos vignes sont essentiellement en Côte de Beaune, mais aussi un peu en Côte de Nuits. Et on a fait le choix dès le début, dès qu'on a eu l'opportunité de racheter nos premières vignes, de convertir et de mener notre viticulture selon le cahier des charges biologique, ce qui fait qu'aujourd'hui le domaine dans son intégralité est certifié en bio. D'accord. Juste en quelques mots, sans rentrer dans les détails techniques, on sait qu'aujourd'hui pour les amateurs de vin, le fait que le vin soit bio, c'est un atout supplémentaire. Bon, tu me disais tout à l'heure que sur des très très grands domaines, d'ailleurs tout le monde est plus ou moins en bio parce que ça tombe sous le sens, c'est le bon sens paysan avec un tel terroir, et serait presque... Alors j'imagine que certains utilisent des produits chimiques, mais enfin c'est un peu... Je ne vais pas dire honteux parce que c'est pas à moi de juger de ça, mais enfin c'est un peu contre nature, j'allais dire, par rapport à la... Oui, c'est contre nature puisque l'énorme richesse de la Bourgogne, c'est vraiment cette qualité de terroir, ces différences infimes d'une parcelle à l'autre. Et tout ça, ça s'entretient, ça se révèle, et plus on est discret, plus on est délicat, et plus on va dans le sens de la révélation des terroirs. Ça commence aussi par la viticulture. Bien sûr. Et c'est pas si évident que ça de passer en bio, hein. Ça demande du travail. Non, c'est pas si évident. Ça rajoute du travail. Ça rajoute du travail, ça augmente les coûts de production, ça fait prendre des risques, donc c'est pas du tout évident. Mais globalement, c'est quelque chose, quand on est assez précis, qu'on arrive à maîtriser relativement bien. Et la preuve, c'est qu'on produit un peu de raisin quand même. Donc aujourd'hui, alors tu me disais... Alors c'est rigolo parce que pour les gens pour vous qui nous regardez et qui avez l'habitude de m'entendre parler de maison, dans le monde du luxe, on parle de maison. C'est-à-dire, c'est presque l'appellation la plus prestigieuse. Quand on a une maison, ça veut dire qu'on a un héritage, etc., etc. Et quand je discutais avec Jean tout à l'heure, il m'expliquait que dans le monde du vin, et singulièrement en Bourgogne, l'appellation la plus importante, c'est domaine. Donc si je comprends bien, les gens qu'on appelle maison, c'est des gens qui achètent du raisin et qui peuvent d'ailleurs faire du très bon vin, puisque vous avez démarré comme ça. Et quand on passe au statut de domaine, ça veut dire qu'on est propriétaire du terrain. Exactement, le domaine, c'est un terme qui est protégé par la loi française et qui fait référence à la propriété pleine et entière de terre qu'on exploite nous-mêmes. Et effectivement, nous, on a commencé par acheter des raisins, donc on était au sens strict un négoce, même si on était un négoce très haut de gamme, de très petite quantité, de très haute couture, mais on était un négoce.
Et donc, on a été un petit peu au départ considéré comme un négoce, donc on nous appelait Maison de Cellvilla, ce qui en soi n'est pas un énorme problème, mais ça nous mettait en face de gros faiseurs, beaucoup moins qualitatifs. Oui. Et on a évolué vers le domaine, et aujourd'hui, presque 90% de notre production est issue de nos propres vignes, donc du domaine de Cellvilla. Oui. Donc c'est important pour nous maintenant d'être reconnu comme un domaine. On a nos tracteurs, on a notre équipe de vignes. Moi, je passe personnellement pas mal de temps dans les vignes. Oui. Donc l'activité viticole, à strictement parler, est vraiment une part importante de mon temps de travail. Et c'est là qu'on commence à travailler en précision ces grands vins. Donc c'est important pour nous, effectivement. Donc avec le nombre d'hectares, rappelle-moi le nombre d'hectares. 10 hectares. 10 hectares, on produit combien de bouteilles? Alors avec 10 hectares, sur les rendements que nous on a, c'est-à-dire avec des vieilles vignes, des terroirs qualitatifs mais plutôt pauvres et une viticulture biologique, on est sur des rendements assez faibles. Quand on arrive à faire 30 hectos, 35 hecto-hectares, c'est qu'on a fait une belle année déjà, alors que d'autres peuvent être à 60 ou à 55. Et comment ça se traduit en termes de bouteilles? Et en termes de bouteilles, nous on produit à peu près 50 000 bouteilles par an, ce qui équivaut à peine plus de 10 hectares, c'est-à-dire en gros notre propriété à nous pour l'essentiel, et quelques achats de raisins qu'on continue à faire, parce qu'ils sont pour nous une grosse opportunité d'accéder à des très beaux terroirs qu'on n'a pas en propriété. Donc sur des toutes petites cuvées, on continue à acheter un peu de raisins, ce qui nous permet de faire quelques appellations qu'on n'a pas dans notre propre domaine. Alors maintenant rentrons un tout petit peu dans les appellations que vous produisez, fabriquez, élaborez. Donc, tu nous parlais donc de Savigny-les-Beaunes, de Chorey-les-Beaunes, qui sont... Moi, je suis d'accord avec Jean. Alors, évidemment, je ne suis pas à son niveau, je ne suis pas un œnologue, je suis un consommateur, j'achète du vin, j'adore... moi, j'aime le vin sur son côté, comment dire, hospitalité, c'est un objet de partage. C'est pour ça que je donne la place dans les discussions sartoriales au vin, parce que pour moi, ça fait partie de notre mode de vie. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de générosité qui va avec le vin, mais il y a aussi cette notion d'artisanat qui est très proche. En fait, je me rends compte, le plus je discute avec toi, le plus je me rends compte que c'est assez proche de ce qu'on défend. C'est assez proche du travail que tu fais. Moi, je t'ai vu travailler, je t'ai pas vu travailler, mais j'ai vu la cuverie, on a dégusté dans la cuverie directement, et dans les barriques, et j'ai vu donc le soin apporté. Quand tu me dis, voilà, de ce pommard, je vais en faire 600 bouteilles, bon là, on est presque dans ce qu'on appellerait nous le bespoke, on est dans la haute couture, on est dans une approche très artisanale et très traditionnelle, donc c'est pour ça que je suis content de t'avoir ici. Mais au-delà de ça, moi, ça fait un petit moment que je m'intéressais justement aux villages un peu périphériques, des grands noms, bon, évidemment Nuits, Saint-Georges, Beaune, etc. Mais c'est vrai que quand on va un tout petit peu autour, et tout ça est minuscule, enfin on parle de quelques kilomètres. Une toute petite région. Bon. Savigny-les-Beaunes, Chorey-les-Beaunes, par exemple, il y a effectivement des pépites complètement, et qui sont très très distinctives, qui ont une personnalité qui leur est propre. Qui ont une vraie personnalité, qui sont en même temps parfaitement dans la continuité de ce qu'on se fait en Bourgogne, puisque ce sont des villages qui ont le statut de village sur la côte des vins, enfin qui n'ont rien du tout d'accessoires par rapport au grand nom, mais qui ont des réputations un peu moins établies, encore que ça change beaucoup grâce à de nombreux domaines, et on peut dire aussi des domaines comme nous qui mettons en avant ces appellations-là. Ces appellations, Savigny, Chorey-les-Beaunes, sont des appellations qui, jusqu'à il y a encore quelques dizaines d'années, s'adressaient vraiment à des amateurs, puisque c'était moins comment dire, reconnu que Gevrey, que Chambol. Et c'était moins cher. Et c'était moins cher. C'est encore aujourd'hui moins cher, mais on est exactement dans la même lignée de terroirs très qualitatifs, complexes, les mêmes modes de production. Pour dire un mot sur les densités de production, par exemple, qui est vraiment une spécificité bourguignonne, on est aujourd'hui planté à 10 000 pieds hectares en Bourgogne, ce qui est tout à fait unique dans le monde, et voilà, et ce qui permet vraiment de limiter un maximum le nombre de grappes par pied de raisin, et qui contribue à l'expression de ces grands terroirs. On est sur ces mêmes densités à Savigny qu'à Puligny ou à Pommard. D'accord. Donc, parlons maintenant, rentrons donc dans les appellations. Donc, vous produisez au domaine donc différentes appellations. Est-ce que tu peux de mémoire nous dire... Bon, d'abord, je vais me permettre, si tu veux bien, Jean, de rappeler à nos abonnés et les gens qui nous regardent comment le vin de Bourgogne est un peu classifié, je ne sais pas comment on peut dire ça, classifié. Organisé. Alors, voilà. En fait, on a ce qu'on appelle les appellations régionales, n'est-ce pas? C'est-à-dire Bourgogne. Voilà. Bourgogne Pinot Noir, qui est l'appellation régionale pour le rouge, et Bourgogne Chardonnay, parce que je vous rappelle, pour ceux que ça intéresse, que c'est les deux cépages
très importants, originaux et voire uniques, qui sont travaillés en Bourgogne, donc le chardonnay pour le blanc et le pinot noir, qui est un, comment dire, qui est un raisin difficile, n'est-ce pas, à travailler, beaucoup plus difficile que le Cabernet Sauvignon ou le Merlot, etc. Et c'est un peu la raison pour laquelle, je crois, vous le... C'est en tout cas un cépage très délicat, sur lequel on ne pratique pas d'assemblage, puisque tout ce qu'il y a dans une bouteille vient d'une cuvée qui vient de la même parcelle. Donc on n'a pas tellement comment dire, d'issue de secours si on s'est un peu gouré, parce qu'on n'assemblera pas de deux cépages, on n'assemblera pas de deux cuvées. Donc c'est vraiment la traduction directe, pure et dure de l'origine de C'est ça. Et en plus, le raisin est tellement délicat qu'il laisse s'exprimer le terroir. Si je dis, il ne fait pas barrière au terroir. C'est vraiment l'idée. C'est pour ça qu'on travaille avec un cépage qui est le cépage fin par excellence, le pinot noir, qui est vraiment le meilleur interprète pour des variations de terroir très fines. Parce que la Bourgogne viticole, en termes généraux, on parle que d'une seule et même structure de sol. On est sur des territoires argilo-calcaires à peu près partout. Mais quand on a dit ça, on a à la fois tout dit et rien dit. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait la différence sur cette centaine d'appellations qu'on a dans cette zone toute petite? C'est des territoires argilo-calcaires partout, mais des variantes dans chaque parcelle, avec plus d'argile, moins de calcaire, un peu de marne, un peu plus de porosité, un peu plus d'argile. Et ces différences-là, elles sont très fines d'un point de vue géologique, à tel point que parfois même on n'arrive pas à les expliquer au niveau analytique quand on analyse les sols. Mais il y a un moyen de les révéler, c'est avec un cépage très délicat, planté à haute densité et des vinifications assez fines, qui fait qu'à la fin, sur deux parcelles côte à côte, très proches, sur des natures de sol généralement semblables, et bien à la fin on a quand même un vin qui est différent. Et même quasiment au mètre près. Quasiment au mètre près, puisque certaines parcelles, entre Puligny et Meursault, entre les dernières parcelles de Puligny et les premières de Meursault, il y a une petite route qui fait 3 mètres de large, on ne se croise pas à deux voitures. Donc je continue mon explication, je disais donc on a les appellations régionales, Bourgogne Pinot Noir notamment, Bourgogne Chardonnay, et après donc on descend dans l'entonnoir, c'est-à-dire si on veut aller des choses qui sont, comment dire, vraiment liées à un village, on a ce qu'on appelle les appellations villages, donc Savigny-les-Beaunes, Chorey-les-Beaunes et tant d'autres. Et ensuite, si on va un tout petit peu plus loin, on va donc dans une identification, je ne sais pas si on dit parcellaire, c'est-à-dire... C'est exactement ça. Voilà, une identification parcellaire, c'est-à-dire par exemple, on a un Savigny-les-Beaunes, les Gollardes, qui est un très très beau vin que j'adore de chez vous, qui est fait donc sur une parcelle très spécifique, donc qui porte un nom. Et ensuite, on a la notion de cru, qui sont un jugement qualitatif par rapport à des parcelles très définies. Est-ce que c'est bien ça? La constante, et ce dont on parle beaucoup, puisqu'il y a eu le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a peu de temps, ce sont les climats, ce qu'on appelle les climats de Bourgogne. Le climat, c'est ni plus ni moins qu'un lieu-dit, c'est-à-dire qu'on fait en permanence référence à un endroit très spécifique du vignoble. Donc, par exemple, quand on dit Pommard premier cru, les Épenots, qui est une de vos très belles bouteilles, qui est devant nous, les Épenots, c'est un endroit c'est un endroit lieu-dit qu'on retrouve sur le cadastre. C'est ça. L'endroit s'appelle les Épenots. Il se trouve qu'il était jugé de qualité supérieure, ou en tout cas suffisante, quand le classement des vins de Bourgogne a été fait dans les années 30, un niveau supérieur et du coup classé en premier cru. Donc les Épenots, cet endroit-là, vu la nature des sols et la complexité des vins qu'il donne, est classé en premier cru. Donc quand on parle en Pommard, de cette parcelle-là, c'est un Pommard parce que c'est sur la commune, dans le vignoble de Pommard. C'est un premier cru parce que cet endroit est classé en premier cru. Et ça s'appelle les Épenots parce que le lieu-dit, c'est les Épenots. Donc la personne qui un jour m'a dit, il y a probablement 30 ans, qui m'a dit « Hugo, tu t'intéresses au vin de Bordeaux, tu peux connaître assez facilement comment ça fonctionne, bon, avec le classement qui commence à dater un peu, 1835, mais enfin bon, peu importe. Mais par contre, si tu veux t'intéresser en Bourgogne, commence jeune, parce qu'il faut une vie entière. Et je ne sais pas, il doit exister des gens qui connaissent tout par cœur, mais moi j'ai commencé à m'y intéresser, et parfois, même ici, on est au nord de la Bourgogne, chez nous, même en Chablis, rien que le nom de premier cru, de grand cru, c'est extrêmement complexe. La classification générale, les appellations régionales, les villages, les premiers crus et les grands crus, bon, c'est dans l'idée assez simple à comprendre. Mais moi, je fais du vin en Bourgogne depuis maintenant 20 ans, j'en ai quand même vu pas mal passer.
il m'arrive encore de temps en temps de tomber sur un nom de premier cru, par exemple, que je ne connaissais pas. Incroyable. Un nom de lieu-dit dont je n'avais jamais entendu parler, je ne savais même pas que c'était classé en premier cru. Parce que c'est des toutes petites parcelles, dans des endroits où on n'est pas forcément très présent. Et je serais bien en peine, si tu me demandais aujourd'hui, de te citer tous les premiers crus de Savigny-les-Beaunes. Oui, et alors les grands crus, c'est peut-être un petit peu plus facile. Alors après, il y a des particularités, parce qu'en Pommard, on n'a pas de grands crus, par exemple. Alors il y a certains villages qui, pour des raisons historiques, n'ont pas de grands crus. D'accord. Et les grands crus, de toute façon, représentent, c'est moins de 2% des surfaces plantées. C'est une tête d'épingle sur une tête d'épingle, directement. Exactement, c'est vraiment... Parfait. Alors, on va regarder maintenant, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail des vins qui sont produits chez toi, et puis à la fin de cette émission, on ouvrira une bouteille. Bon, d'ailleurs, on peut vous le dire, on a enregistré la version anglaise juste avant, et on a déjà un tout petit peu... comment dire, entamer la bouteille de Savigny-les-Beaunes, les Gollards, qui est une de mes bouteilles préférées. Donc, décris-nous rapidement, génériquement, la production du domaine de Sellevilla. C'est quoi, c'est quelles appellations, et quels sont les quelques villages ou les quelques productions qui sont un peu les signatures de la maison? Alors, le cœur du domaine, et surtout, je le disais, en côte de Beaune, sur la partie nord de Beaune, sur ces appellations-là, de Choré-les-Beaunes, Savigny-les-Beaunes, des Beaunes premiers crus également, avec plusieurs terroirs sur chacun de ces villages-là, des très jolis terroirs de Haute-Côte aussi, des appellations régionales avec un Bourgogne Pinot Noir, et 2 parcelles en côte de nuit village. Ça, c'est vraiment le cœur du domaine. Et c'est complété par des achats de raisins chez de grands vignerons, de toutes petites quantités de raisins sur certains villages du sud de la côte de Beaune où on est moins présent, comme Meursault, comme Pommard par exemple, et de la côte de nuit, comme Chambol, comme Gevrey-Chambertin ou comme Vosne-Romanée. D'accord. Donc ça, ce sont des petits appoints qui nous permettent d'avoir une gamme qui balaye assez bien la côte de nuit et la côte de Beaune, mais avec quand même un fer de lance, une spécialisation sur la partie nord de la côte de Beaune. Alors, donc la partie nord de la côte de Beaune, donc qui inclut Savigny-les-Beaunes et Choré-les-Beaunes, qui sont 2 villages qui sont très proches. Très proches, oui. On est juste au nord de Beaune, là, au bord de la route des vins, quand on remonte vers Dijon en quittant Beaune. Donc, ce sont 2 villages proches de Beaune et qui ont une diversité de terroirs qui est absolument incroyable. Et fait que, alors moi je peux en témoigner parce que j'ai eu la chance, avec Sonia, on a eu la chance de goûter chez toi, je me souviens, c'était un Beaune premier cru, le Clos, Clos du Roi. Clos du Roi, c'est ça. Je commence à être éduqué en vin de Bourgogne et qui, je me souviens bien, était très fleur blanche. Je me souviens, j'ai un souvenir des grands terroirs de finesse, j'ai un souvenir assez vivace de cette dégustation à la barrique. Et donc, vin, très joli vin évidemment, très appellation prestigieuse, etc., etc. Et je me souviens quand même que j'ai été moi extrêmement séduit par justement le Savigny-les-Beaunes, qui, alors le Choré je l'aime beaucoup aussi, mais le Savigny particulièrement parce que on est là, c'est un peu comme ce qu'on fait dans les discussions, on est là sur tu le disais tout à l'heure, sur un produit, alors ça change un peu et fort heureusement pour votre business, mais on est sur des produits de connaisseurs. C'est un peu comme les gens dans notre métier qui ne vont pas aller acheter un costume chez Ralph L, chez Giorgio A ou chez d'autres, ou Hugo B, encore pire, mais qui vont aller chercher un tailleur de quartier. Ou qui vont aller chercher. C'est un peu la même idée. C'est la même idée. C'est un vrai travail. On a l'habitude de dire que c'est un travail de haute couture, et en réalité, ça l'est. Un travail aussi d'artisanat, parce qu'on traite des toutes petites quantités et on travaille vraiment sur l'excellence à tout niveau. Donc, le moindre détail a son importance, le temps a son importance, et le but du vinificateur et de tout le travail dans un domaine viticole, c'est d'essayer d'arriver à l'excellence d'un fruit et après de s'effacer au maximum pour que la vinification de ces raisins reflète le terroir sans être abîmé par des interventions qui ne seraient pas nécessaires et qui pourraient le modifier. Est-ce que tu penses que cette approche de ton métier, donc qui consiste, je le traduirais en disant, on va laisser parler le terroir, c'est-à-dire on traite le pinot noir donc ancestralement en Bourgogne parce que c'est le cépage qui permet de ne pas faire barrière à l'expression du terroir. Et après, la deuxième barrière possible, c'est toi, enfin, c'est la personne qui fait le vin. Est-ce qu'on peut dire que cette approche d'intervenir le moins possible est une approche typiquement bourguignonne?
Je pense que c'est en tout cas une approche nécessaire en Bourgogne, qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, parce qu'on est sur un cépage très délicat et que les nuances qu'on essaie d'exprimer sont très délicates aussi. D'accord. Et qu'on a vite fait d'abîmer ça, mais c'est comme l'éducation d'un enfant. Il faut être présent, mais pas trop. Donc faire du vin, il faut surveiller parce qu'il peut se passer des tas de choses qu'on ne souhaite pas. Oui. On est toujours tenté d'en faire trop, mais il ne faut pas. Donc il faut arriver à trouver le bon équilibre. Et ça, je pense que c'est vraiment l'expérience qui fait qu'on finit par arriver à se détacher de certaines choses, à être plus vigilant sur d'autres. Oui. Et à la fin, on arrive à faire un grand vin. Mais on est toujours tenté d'en faire trop. On est toujours tenté de piger 2 fois quand une fois aurait suffi. On est toujours tenté de mettre un peu trop de fût neuf. C'est très humain. C'est très humain. Et il faut vraiment s'en abstenir. Mais on le sent quand on goûte ces vins-là. On est quand même aussi dans la retenue. Donc le temps est venu, Jean, de regarder un petit peu les 6 jolis flacons. On dit flacon aujourd'hui. Alors moi je dis bouteille parce que. Oui, je crois que c'est le vrai mot, c'est bouteille. Ben oui. Alors parce que c'est bizarre, on n'a plus le droit. On appelle maintenant, on dit plus une montre, on dit un garde-temps. Ah. Et on dit plus. Pour moi, un flacon, c'est pour les parfums. Oui, je suis d'accord. C'est vraiment. Alors même si ton travail peut se rapprocher de celui du parfumeur, ça c'est un autre débat. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'un jour on fasse une rencontre entre. J'ai une bonne relation qui est Thierry Vasseur, le nez de Guerlain, qu'on connaît bien, qui est un type absolument délicieux d'ailleurs, soit dit en passant, et qui, quand je discute avec toi, des fois j'ai l'impression de l'entendre un peu. Parce que c'est très proche. Il y a des choses un peu, comment dire. Alors lui, il travaille sur la base de formules qui sont là depuis 300 ans et qui gardent, ils ont un cahier des formules. Ah oui. Et en fait, son travail, c'est de réinterpréter les formules, donc de respecter. Alors, on n'est pas sur des notions de terroir, évidemment, mais on est sur des notions. Enfin bref, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, mais ce serait intéressant de voir. On est quand même relativement proche de cette notion, c'est-à-dire, c'est la nature, mais avec l'intervention de l'homme de manière mesurée. C'est-à-dire, sans prendre de raccourcis et sans faire de choses faciles. Et ça me fait vraiment penser à ça. Donc, qu'avons-nous de très joli devant nous? Alors, en blanc, nous avons ici. Donc voilà, ça donc c'est ce qu'on appelle, c'est le Bourgogne Chardonnay, donc c'est 2018 qui vient juste de sortir. Il vient d'être mis en bouteille, oui. Exactement. Donc là, on est donc sur ce qu'on appelle une appellation régionale, comme je vous l'expliquais. Donc c'est un Bourgogne, donc un 100% Chardonnay, et qui donc vient de Bourgogne sans spécificité. Toi, tu sais très bien d'où ça vient, chaque bouteille et chaque raisin. Mais voilà, très belle bouteille, tarif abordable. Là, c'est la Bourgogne. On va dire quasiment à la portée de tout le monde. Oui, le seul problème qu'on a chez toi, comme chez beaucoup de gens en Bourgogne, c'est que souvent, tu n'as plus rien à vendre. Les productions sont limitées, donc forcément ça... Je me souviens, un de mes vieux amis me disait en Bordeaux, tu peux rien goûter parce que les gens ne sont pas très sympathiques. Excusez-moi si vous êtes de Bordeaux, je n'ai rien contre vous, mais tu peux tout acheter. Mais en revanche, en Bourgogne, tu peux tout goûter. Et moi, je peux le confirmer, j'ai goûté beaucoup de choses en Bourgogne. Et des fois, c'est dur d'acheter parce qu'il n'y a pas grand-chose à vendre. C'est le problème de ces petits artisanats, c'est que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, et les productions sont limitées, et forcément... Mais en même temps, c'est aussi ce qui fait que c'est la rareté fait la préciosité. Et là, nous allons... Ah oui, alors là on est vraiment sur un nom iconique, hein, on peut dire ça. Hein. Alors, tu me disais qu'il y avait 3 villages iconiques pour le blanc, qui sont Meursault. Les grands terroirs de blanc sont effectivement dans cette partie du sud de la côte de Beaune, et ce sont 3 noms bien connus, où on fait particulièrement des blancs, c'est Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet et Meursault. Et c'est effectivement le cœur des plus grands terroirs de Chardonnay pour la Bourgogne, même si effectivement on a des exceptions, quelques autres endroits où on fait des très grands blancs en Bourgogne, mais voilà, c'est vraiment le cœur des grands terroirs de blanc. C'est vrai que c'est pour les gens qui aiment le vin, il y a des noms comme ça qui sonnent bien à l'oreille. C'est vrai que tu mets Meursault sur la table tout de suite. Ça fait tilter, oui. Ben oui, il se passe quelque chose, très bien. Et ensuite, on a ici, alors je ne vois pas ici ce qu'on a. Hop. Alors bon, bah évidemment là, on rentre dans le... Alors ça, c'est un grand village de la Côte de Nuit. La quintessence de la Côte de Nuit, Vosne-Romanée. Là, on est au contraire dans le sanctuaire des immenses terroirs de blanc. Voilà, en plein cœur de la Côte de Nuit. C'est un Vosne-Romanée, une appellation village. C'est ça illustre assez bien notre façon de travailler, puisque ça représente par exemple une cuvée de 600 bouteilles, c'est-à-dire 2 pièces de vin. Rien, quoi. Donc c'est rien, c'est en tout cas une toute petite production, et
Et ça nous va, nous on aime travailler ce genre de toute petite quantité pour essayer de faire le mieux possible. Donc pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de connaissances particulières dans le vin, bon, Vosne Romanée, là on vole sur des vins, bon là on est vraiment en Bourgogne, toujours évidemment, mais il y a une espèce de fraîcheur et de complexité, enfin, j'ai du mal à le définir, je ne suis pas un grand poète du vin, mais je peux vous garantir que là c'est des vins de très très haut vol. Bien sûr. Et ce que j'apprécie beaucoup chez Domaines de Selleville, alors il ne faut pas trop le dire, c'est qu'on est quand même encore... on sait tous qu'il y a des Vosne Romanée qui sont quasiment intouchables, et vous restez quand même encore entre guillemets abordable. Oui, on peut dire. Bon, j'espère que ça va durer, mais ça, ce n'est pas sûr. Et ensuite, nous allons passer sur cette bouteille-là, que j'adore également, qui est donc, on en a parlé tout à l'heure, c'est un Pommard. Donc, celui-ci, c'est un premier cru, les Eppenaux. Exactement. Donc, célèbre parcelle. Les Eppenaux, c'est un terroir assez connu. C'est une parcelle qui est très connue, même à Pommard. Et c'est, à mon avis, un peu à l'encontre de l'idée reçue qu'on pourrait avoir de Pommard, qui, dans l'imaginaire collectif, est censé produire des vins trapus, tanniques, un peu rustiques, avec de la matière. Moi, on en parlait, je disais que j'ai souvent lu que Pommard et Volnay se font face, je crois que c'est très proche. Oui, c'est très proche. Voilà. Mais si tu veux, il y a une telle diversité de terroirs à Pommard comme dans tous les villages, que c'est comme si tu dis, j'en sais rien moi, les voitures italiennes sont des voitures qui vont très vite, quoi. Ça veut rien dire, quoi. Parce que j'avais lu quelqu'un qui disait que le Volnay avait cette réputation d'être un petit peu plus souple, un petit peu plus féminin, alors que le Pommard, un peu plus rustique, un peu plus trapu. Alors ça, tu verras, c'est l'illustration du contraire, c'est-à-dire que les Eppenaux, c'est un terroir très fin, c'est des expressions très fines, et d'ailleurs ça se constate quand on voit ces natures de sol, et ça se constate aussi quand on ouvre cette bouteille. On est sur des vins qui ont à la fois de la puissance, mais surtout beaucoup de délicatesse. C'est un style, on pourrait dire presque féminin, très aérien, et on est tout sauf sur des vins massifs et structurés, même si c'est un vrai potentiel de garde. Alors ensuite, on va avoir celle-ci. Je vais essayer de l'attraper sans débrancher mon micro. Est-ce que mon micro fonctionne toujours? Oui. Parfait. Alors là, on rentre, et ensuite on va goûter la prochaine. On rentre dans le cœur de l'identité du domaine de cette villa. On en a parlé. Donc là, on est en Savigny-les-Beaunes. Alors, juste un tout petit mot sur 2015 quand même, parce que, bon, moi, je ne suis pas collectionneur de... Enfin, j'aime bien acheter, j'aime bien avoir une centaine de bouteilles dans ma cave. Mais tu n'es pas assez patient pour collectionner. Oui, enfin, si, comment dire, j'ai mon problème pour collectionner. Bon, d'abord, j'ai pas les moyens d'accéder aux très grandes maisons. Je vais payer 3 000 € une bouteille, c'est hors de ma portée. Oui, c'est plutôt ça. Bon, peut-être qu'un jour ça le sera, enfin, à 56 ans, ça sera un peu tard, mais ça ne veut pas dire que j'en achèterai jamais dans ma vie, mais c'est pas mon mode de fonctionnement. En revanche, j'aime toujours avoir dans ma cave toujours une centaine, 150 de bouteilles de très bon calibre. Voilà. Et ça, donc on est sur Savigny-les-Beaunes 2015 qui pour moi, alors parle-nous en deux minutes de 2015. Alors, 2015, c'est un millésime qui a une très bonne réputation. C'est un millésime qui est très complet puisque c'est un millésime de grande maturité et de garde aussi. Et de garde aussi. Et c'est en cela que c'est un peu injuste, c'est que les millésimes les plus faciles pour un vinificateur ou pour un vigneron, c'est ceux où il y a des belles maturités, il n'y a pas d'accident climatique, il n'y a pas de difficulté principale ni aux vignes ni pendant les vinifications. Et ben, comme en 2015, ça donne des très grands millésimes qui ont des belles cotes et à juste titre parce que c'est des vins qui se présentent très bien quand ils sont jeunes, qui ont beaucoup de rondeur, un côté très velouté, des tanins bien intégrés, et en même temps qui ont un vrai potentiel de garde et qu'on pourra garder. Ça, c'est une bouteille qui commence maintenant à être présentable, mais qui a facilement 6 ou 7 ans devant soi. Et sur d'autres appellations et des terroirs un peu plus structurants, on a des vins qu'on pourra garder 25 ou 30 ans sans aucune difficulté. Et pourquoi tu dis que c'était dommage? Tu disais à un moment que c'était presque injuste, cette 2015. Mais parce que... c'est-à-dire qu'en fait, tu as moins de travail ou tu as moins d'intervention? Oui, sont des années faciles. La saison viticole, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de grosse pression des maladies. C'est quand même... J'adore cette approche des choses. Alors, je ne sais pas si c'est typiquement bourguignon, mais cette notion de dire, bon, bah, évidemment, 2015, c'est un grand millésime, etc. Mais finalement, moi, je préfère les millésimes sur lesquels il faut peut-être travailler un petit peu plus. Il y a ça, et puis, moi, j'aime bien les millésimes plus traditionnels. J'aime bien...
On peut dire de 2015 que c'est un millésime qui n'est pas tout à fait dans la typicité de Bourgogne, parce que c'est un millésime où très solaire, on a eu des grosses maturités. Presque extravagant pour du Bourgogne, tout à fait. d'une certaine manière. Ouais. Même si voilà, ça fait des grands vins, Moi, et des grands vins de garde en particulier. J'adore. Et très plaisant à boire. Ouais. Mais c'est pas un millésime de ceux qui fournissent les plus beaux équilibres d'acidité, les plus belles définitions de fruits. Et j'ai tendance, moi, à être un peu plus séduit par les millésimes un peu plus classiques, un peu plus frais dans la climatologie. Genre 2014 par exemple, genre 2017 aussi, des millésimes qui sont un tout petit peu plus classiques, mais ceci dit, voilà, ces millésimes comme 2015 sont. Alors moi, ce que je trouve, c'est que 2015, alors c'est un peu un paradoxe, c'est à la fois un millésime de collectionneur, parce que moi j'en rentre beaucoup de 2015, parce que je sais que je ne prends pas de risques. Mais à la fois, c'est plus grand public en même temps. C'est-à-dire que moi, j'ai des invités à table. Généralement, je ne sors pas un Savigny-les-Beaunes quand j'ai des gens qui boivent du vin comme ils boiraient du Pepsi-Cola. Mais enfin, bon, généralement, j'aime bien servir des vins de bonne qualité à ma table. Et c'est vrai que quand on sert un vin de chez toi, par exemple, j'en ai beaucoup dans ma cave. Enfin, j'en ai suffisamment pour recevoir mes invités. Tout de suite, je mets un 2015, et notamment celui qu'on va déguster ensemble, les Gollards. Je vois tout de suite, il se passe quelque chose. Les sourires sont là, c'est goulayant, c'est généreux. Une des caractéristiques du millésime, et tu verras dans 15 ans ou dans 20 ans que tu ressortiras ces mêmes 2015 et ils seront encore parfaitement présents, quoi. Achetons du 2015, mes amis. Maintenant, nous allons terminer. On ne peut pas terminer cette belle discussion passionnante sans... Alors bon, on a enregistré l'anglais, vous avez vu, on a été quand même relativement raisonnable puisqu'on a bu même pas la moitié de la bouteille, je pense qu'à présent. Et en plus, notre réalisateur et ma femme en ont profité, donc on a été raisonnable. Donc là, on est sur Savigny-les-Beaunes, les Gollards, donc qui est une appellation village, mais avec une dénomination spécifique d'une parcelle. Alors ça, c'est un choix qu'on a fait au domaine de Selvilla, c'est que cette parcelle-là, en appellation village à Savigny, c'est une parcelle qui a une vraie identité en elle-même, un vrai caractère propre, et on a tenu à le souligner en marquant dessus le nom exact de l'origine géographique de cette parcelle, le lieu-dit Les Gollards, qui est l'endroit où sont plantées ces vignes. On a voulu le faire parce que c'est une parcelle qui est assez unique, qui est une parcelle d'altitude sur les hauteurs du village de Savigny, qui présente une exposition qui n'est pas tout à fait celle qu'on a classiquement sur la côte, mais qui tourne un petit peu vers le sud. Un endroit, une parcelle qui est difficile à travailler, surtout en bio où on n'a pas l'aide des produits chimiques, parce qu'il y a de la pente, il y a du caillou, c'est des sols assez pauvres, c'est des sols où la vigne se bat un petit peu pour... D'accord. Et alors pourquoi c'est mon... Alors, je ne vais pas dire que c'est mon vin préféré dans le monde entier, mais pourquoi c'est un de mes vins favoris? D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert. Est-ce que je ne suis pas le seul, j'imagine? Non, tu n'es pas le seul. Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est une parcelle pour laquelle j'ai eu vraiment le coup de cœur dès le départ. Et millésime après millésime, je continue d'être passionné par ce qu'on en sort. Je pense que ça tient à deux aspects. Le premier, c'est que c'est quand même un terroir unique, des sols très complexes, avec des laves calcaires. C'est un endroit où on sent que la vigne se bat et que toutes les bonnes choses sont difficiles par essence. Et puis, il y a une vraie richesse dans cette vigne-là qui est liée au patrimoine génétique unique qu'on a dans cette parcelle, puisqu'il n'y a pas deux pieds qui sont issus de la même identique d'un point de vue génétique, alors que pendant très longtemps on a planté des clones un peu partout dans le monde, dans les vignes et en Bourgogne aussi. Donc on a beaucoup de parcelles qui sont issues de 2-3 clones, alors que celle-ci est vraiment très riche par son patrimoine. Et voilà, et ça donne cette espèce de complexité, cette concentration, cette lecture à plusieurs étages qui fait que voilà, en ouvrant cette bouteille, on va avoir une première perception au début, on va discuter exactement un peu, ça, c'est une lecture attendre une demi-heure, étages et on aura pas mal d'étages d'ailleurs. Tout à fait. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors donc ça s'appelle Savigny-les-Beaunes, les Gollards du domaine de Selvilla. Alors faut pas le dire trop fort parce que c'est pas des grosses productions. Donc je sais que j'ai voulu racheter récemment du 2015 Gollard chez mon ami Jean et malheureusement il m'a gentiment dit que c'était fini. On n'avait plus sur ce millésime. Voilà, surtout sur le 2015. Donc aujourd'hui, pour les gens, donc
décris-moi rapidement ce vin. Donc tu parlais de différents étages, au nez, première sensation en bouche et en finale. Moi, ce qui me plaît spécialement dans ce vin-là, et je pense que c'est en particulier sur un millésime comme 2015, qui je te disais est un millésime plutôt de maturité, c'est qu'on a malgré tout une trame de fraîcheur, une balance d'acidité qui est présente et qui fait que ça reste un vin qui est très vivant. Il y a vraiment une fraîcheur. Il y a aussi de la matière, de l'ampleur parce que c'est un millésime de maturité, mais on reste sur ces définitions de Pinot bourguignonne qui sont vraiment des définitions de fraîcheur. Et quand tu le mets en bouche, on sent que c'est un vin de concentration, il y a une belle densité, il y a un côté très charnu, avec des tanins bien intégrés, qui est la caractéristique du millésime. Très souple. Très souple, voilà, c'est ça. Intégré, c'est le mot. Tanin intégré, velouté, qui est lié effectivement à cette belle maturité, mais aussi à cette toute petite production qui est donnée par ces vieilles vignes qui produisent peu. Et puis, et voilà, donc on a une combinaison entre ce côté très plein et cette belle définition, ce tranchant de la fraîcheur, qui fait que ça fait des bouches très équilibrées. Et puis au niveau aromatique, cette belle définition de pinot noir où on retrouve tout ce qu'on recherche sur des pinots noirs bourguignons, c'est-à-dire des fruits rouges, principalement un côté très croquant, au nez, très frais. Et puis, sur la fin de bouche, sur une bouteille comme celle-ci qui a déjà quelques années de cave, des notes qui commencent à apparaître, d'épices, oui, légèrement épicées, on parlait de cannelle, mais on a aussi quelques petites touches d'agrumes, un côté… légèrement, à plusieurs déclinaisons. Donc j'aime beaucoup. C'est un vin absolument remarquable. Ça s'appelle donc les Gollards de chez Domaine de Seldwyla. Merci Jean pour cette visite. Je t'en prie. On aimerait bien ouvrir toutes les bouteilles. Et d'ailleurs, je pense que dans les jours et semaines qui viennent, on pourra les ouvrir. Merci mes amis de nous avoir suivis. J'espère que ces deux émissions consacrées, alors je dis deux émissions parce qu'on l'a enregistré en anglais et en français, mais j'espère que cet épisode consacré au vin de Bourgogne avec un invité exceptionnel, Jean-Louis Patelli, donc du domaine de Seldwyla à Nuits-Saint-Georges, vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez participer à la discussion, comme d'habitude, vous mettez des commentaires en dessous. C'est l'une de nos grandes, de notre grande joie sur nos deux chaînes YouTube en langue française et en langue anglaise, c'est qu'on a une communauté extrêmement impliquée. Et on a certains épisodes sur lesquels on a plusieurs centaines, voire même un millier de commentaires. Et donc ça devient plus que simplement des commentaires, ça devient presque un lieu de débat, de discussion, bien sûr avec retenue, avec élégance, avec politesse, ce qui n'est pas toujours le cas sur YouTube. Et donc on est très fiers de ça. Merci de ta visite Jean. Merci pour ton accueil. Et comme on finit tous les épisodes de Discussion Sartoriale depuis la Fondation, on va faire cette fois un cheers, mais un cheers littéral, puisqu'on va se dire santé. 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 Santé.